Aujourd'hui, je propose de voyager avec vous à travers un vaste champ qui est porté par un concept qui fait notre actualité. Je veux parler de la transformation de l'éducation. Mon objectif n'est pas de vous convaincre, mais j'aimerais, en tout cas c'est mon souhait, c'est d'ouvrir ce concept, de l'expliciter pour que chacun d'entre nous ici soit clair et puisse avoir une position personnelle. Et quand on parle de transformation de l'éducation, la question qui m'a été posée par ma fille, parce qu'elle suit de près mon activité professionnelle, c'était de me dire, papa, mais c'est quoi la transformation de l'éducation? J'en entends tout le temps parler. Dans la salle, est-ce que juste deux personnes, quelqu'un peut me dire c'est quoi la transformation de l'éducation? Une approche holistique, une éducation inclusive, des infrastructures, les enseignants et autres. Mais si nous nous intéressons étymologiquement au mot transformation, parce qu'on l'entend partout, on parle de transformation énergétique, on parle de transformation sociale, transformation numérique, mais si on s'intéresse au mot transformation, il nous vient du latin et il est composé de deux mots. Transformare, c'est trans et formare. Trans veut dire aller au-delà, à travers. Et formare, c'est former, donner une forme. Donc la transformation, ce serait de former et d'amener une chose d'un état initial à un état qui est voulu. C'est comment là-bas? C'est comment là-bas? Partant de là, on va se poser la question, mais pourquoi faudrait-il transformer l'éducation? Le monde est très évolué. Le monde avance vite et très vite. Nous avons fait beaucoup de progrès. Et ces progrès majeurs sont accompagnés de paradoxes. Parce qu'il y a beaucoup de fractures qui font l'actualité, qui ont émergé. Je veux parler de là. Nos gouvernements ont réussi à électrifier la majeure partie de nos territoires au niveau national. Et quand on regarde cette électrification, par exemple, l'énergie qui est utilisée, c'est de l'énergie fossile. Le paradoxe, c'est que cette énergie fossile qui améliore nos vies provoque en même temps le changement climatique. La technologie a beaucoup avancé. On parle de connectivité, on parle de 5G, on parle de plusieurs choses quand on parle de technologie. Mais de la même manière aussi, il y a une rupture numérique très exacerbée où des personnes n'ont pas accès à cette technologie, à l'information. Je peux continuer comme ça. La liberté d'expression. La liberté d'expression est défendue, promue. Mais en même temps, on fait face à une flambée phénoménale de fake news, de deepfake et de discours de haine. Ces paradoxes alimentent des ruptures. Et on se rend compte que l'école, telle que nous la connaissions, ne forme plus le citoyen qui est adapté à ce monde que nous vivons. Et donc la transformation de l'éducation aiderait à corriger ce gap, ces fossés qui sont creusés et donner aux citoyens la possibilité de faire face à ces défis-là. Je vais juste rappeler les fondements de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, on aime bien prendre exemple sur Jacques Delors dans son rapport qui est connu sous le nom de la Commission Jacques Delors 1996, qui identifie 4 piliers. Ces 4 piliers, le premier c'est apprendre à connaître, le second c'est apprendre à faire, le troisième c'est apprendre à être et le quatrième c'est apprendre à vivre ensemble.
Mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus. Il fallait regarder l'éducation et permettre aux élèves qui sont très informés, qui ne ressemblent plus aux élèves que nous étions nous dans le passé, parce qu'on avait une source qui était l'enseignant, mais les élèves maintenant manipulent l'information parce qu'ils y ont accès. Cet élève-là, il a changé. Et qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place, et ça a fait la réflexion de plusieurs couches, qui a été lancée par, bien sûr, l'UNESCO, avec beaucoup de partenaires, des réflexions, des consultations à une échelle élargie. Et donc, je rejoins madame qui m'a parlé d'un système holistique où il y avait plusieurs parties prenantes. D'habitude, quand on parle de l'éducation, c'est des chercheurs, des académiques, des éducateurs qui donnent les pistes. Mais cette fois-ci, l'UNESCO a dit, au-delà de ces chercheurs et de ces académiques, on va aller consulter aussi la société civile. On va consulter les artistes. On va consulter les minorités. Et je vous donne un exemple. Moi-même, j'ai conduit ces consultations en Inde, où j'étais basé, à New Delhi, où j'ai pris des sourds et des muets que j'ai mis ensemble pour leur demander la question simple: comment est-ce que vous voyez l'éducation dans les 50 prochaines années? J'ai fait le même exercice avec des artistes peintres, on l'a fait aussi avec des académiques, des chercheurs. Et tout cela a été mis dans un seul rapport, et ce qui est ressorti, c'est que nous devrions revoir nos rapports entre nous, mais aussi nos rapports entre nous et notre planète, et nos rapports entre nous et la technologie. C'est ce qui est ressorti. Et en somme, on en vient à ce que Dr Adel avait dit tout à l'heure: apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, être acteur de son apprentissage, où le rôle de l'enseignant va évoluer vers un facilitateur de l'apprentissage. Et comment est-ce qu'on y arrive? Bien sûr, il faut plusieurs actions concrètes à différents niveaux. Je vais les citer très rapidement. Il nous faut des réformes curriculaires. Quand on dit curriculum, beaucoup pensent que c'est le programme éducatif, mais il va au-delà du programme éducatif. Il s'intéresse à l'enseignant, il s'intéresse à son profil, à sa place, et il s'intéresse aussi à l'infrastructure. On ne peut plus avoir des classes où les gens sont assis, font face à un enseignant qui parle et un tableau. Non. On doit avoir des classes qui puissent reproduire la collaboration entre élèves, ainsi de suite. Il nous faut la formation des enseignants pour qu'ils ne soient pas en marge de ces évolutions que j'ai citées tantôt. Il nous faut la mobilisation de tous, donc les élèves, les parents d'élèves, les collectivités et toutes les franges de la population. Et un dernier élément qui est très important, qui est le financement, l'investissement dans les systèmes. La plupart de nos pays, aujourd'hui, leur budget éducatif, 80% vont dans les salaires des enseignants et 20% restent pour l'investissement. C'est très petit. Il nous faut explorer des mécanismes innovants de financement. Et vous me direz, qui seraient les acteurs de cette transformation? Ces acteurs-là, c'est vous qui êtes assis ici parce que nous sommes tous concernés. C'est les élèves, parce qu'il faut entendre la voix des élèves, parce que c'est eux qui reçoivent l'enseignement qui leur est donné, c'est eux qui font face à des défis. C'est les enseignants, parce qu'il faut entendre leur voix, leurs conditions de travail, leur formation, ainsi de suite. Mais c'est aussi les décideurs politiques, parce qu'ils doivent mettre en place des politiques qui permettent d'avoir ces objectifs qui sont visés. Et aujourd'hui, je peux répondre aisément à la question de ma fille, et je pense que la réponse que je lui aurais donnée, elle est toute simple. La transformation de l'éducation, ce n'est rien d'autre que d'apprendre les enseignements qui sont tirés du passé, les adapter au présent, pour préparer mieux le citoyen de demain, pour qu'il soit responsable, actif et compétent devant les défis auxquels il va faire face. Et tous, autant que nous sommes, je pense que toute action
toute petite, quelle qu'elle soit petite, toute action serait une action éco-responsable envers la scolarisation de tous. Et je rejoins Madame dans l'inclusion. Et je vous dis que ça commence ici dans cette salle avec nous tous. Je vous remercie.